Hello ami des livres, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Et aujourd'hui ami des livres, cette vidéo sera consacrée à un bodybuilder. Non, je déconne, pas presque. Disons plutôt au puissant, à l'irrésistible, à l'irréductible Conan le barbare, ou en littérature, à Conan le Cimmérien de Robert Irvin Howard, édité par Brajlon. Alors, il s'agit non pas d'un roman, mais d'un recueil de nouvelles, dont les plus célèbres, Le Phénix sur l'épée et La Reine de la Côte Noire, sont commentées en fin du livre. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de nouvelles et que je ne pourrai pas toutes dévoiler dans cette vidéo, je vais te présenter les principales sources d'inspiration qui ont permis à son auteur de devenir l'un des plus grands écrivains de fantasy. Alors, pour en revenir aux 4 sous-genres de la fantasy, Conan le Cimmérien est une œuvre de dark fantasy. Autrement dit, elle met l'accent sur le caractère fataliste de Conan et sur le fait qu'il n'y ait ni de méchant ni de gentil dans le récit. Et c'est vrai, Conan n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un personnage vertueux. Pour te donner un exemple de ses actes, il s'empare par la force de la couronne d'Aquilonie, territoire d'Iboria imaginé par Howard, prenant ainsi la place de l'ancien souverain. En fait, il est même traité de tyran par ses pairs. Autre chose qui font que Conan le Cimmérien appartient bien à la dark fantasy, genre que j'affectionne, c'est le fait qu'il tue ses ennemis comme un animal sauvage enragé, faisant tournoyer son épée dans tous les sens, tailladant, massacrant, fracassant des crânes même. Les scènes sanglantes sont décrites dans les détails. Pour te donner un exemple, je peux te lire un passage de Xotal la Crépusculaire, l'une des nouvelles. Une vingtaine de silhouettes lui faisaient face. Des hommes jaunes, vêtus de tuniques pourpres, de courtes épées à la main. Comme ils faisaient volte-face, ils se jetèrent sur lui avec des cris hostiles. Il n'essaya pas de se les concilier. Rendu fou furieux par la disparition de sa compagne, le barbare retourna à sa nature première. Un grognement de plaisir sanguinaire sortit sourdement de sa gorge de taureau alors qu'il bondissait. Le premier attaquant, sa courte épée n'ayant pas la portée du sabre qui s'abattait en sifflant, s'effondra, sa savelle jaillissant de son crâne fondu en deux. Se retournant avec l'agilité d'un chat, Conan trancha un poignet qui se penchait vers lui, et la main serrant la courte épée vola dans les airs, en répandant une averse de gouttes rouges. Mais Conan n'arrêta pas, il n'eut pas un seul instant d'hésitation. Se déplaçant avec la souplesse d'un félin, il évita l'attaque maladroite de 2 escrimeurs jaunes, et la lame de l'un, manquant son objectif, trouva un étui dans la poitrine de l'autre. Si Conan appartient bien à la dark fantasy, c'est aussi grâce aux monstres qu'il est amené à combattre. Ils ont souvent un aspect repoussant, démoniaque. Certains sont même des animaux sans visage, qui ressemblent à des chauves-souris, des animaux de mort. Un autre exemple d'animal foudroyant, dans La Maison aux 3 bandits, un monstre qui s'appelle Tak, qui se rapproche à la fois du singe et de l'homme, et qui est doté d'une force surhumaine. Alors peut-être ne le savais-tu pas, mais Howard était très ami avec un autre écrivain, Howard Phillips Lovecraft, bien connu pour son mythe de Cthulhu et l'appel de Cthulhu. Et la plupart des monstres combattus par Conan sont inspirés de ceux de Lovecraft. Ce ne sont pas les créatures traditionnelles que l'on retrouve dans les mythes, ou dans la plupart des œuvres de fantasy modernes, comme c'est le cas avec les romans de Tolkien, ou dans le monde de Narnia de C.S. Lewis, où l'on retrouve des centaures, des minotaures, des faunes. Alors, mais de quoi Robert Irvin Howard s'est inspiré pour créer Conan? Pas mal de choses en fait l'ont poussé à écrire, comme la fin de l'Atlantide, et de son équivalent du Pacifique, l'Empire de Mu, ou les Muris. Mais allons plus loin que ça. D'où viennent Iboria, et l'âge iborien? Alors le mot iborien serait une contraction d'hyperboréen, un terme originaire du grec ancien, qui désigne les peuples vivant au-delà du pays de Borée, c'est-à-dire au-delà du pays du vent du Nord. Ah oui, quand on parle d'hémisphère boréal et d'hémisphère austral, ou même des aurores boréales. Alors, l'âge iborien a été inventé par Robert Irvin Howard pour désigner une période correspondante au Paléolithique supérieur, c'est-à-dire comprise entre 14 000 et 10 000 avant notre ère, grosso modo. Mais on peut élargir cette période à 20 000 avant notre ère, c'est-à-dire une ère pré-cataclysmique qui serait, à en croire Howard, celle de Khull le Conquérant, un autre personnage célèbre de sa bibliographie. Et cette ère pré-cataclysmique, est aussi appelée âge turien. Ça, j'y reviendrai un peu plus loin dans la vidéo. Alors, la géographie que nous connaissons n'est évidemment pas la même qu'aujourd'hui. Les continents et les mers ayant subi de profonds changements après les périodes glaciaires, Howard élabora sa propre version du monde à cette époque fictive. Ainsi furent imaginés au moins 24 royaumes que l'auteur plaça précisément sur sa carte. Alors les royaumes sont Nordheim, dans Vanheim et Asgard, je sais pas si je prononce bien par contre, l'Hyperborée, le royaume de Cimmérie, dont est originaire Conan, le royaume frontière, l'Aquilonie, la Némédie, le royaume de Corinthe, Zamora, les terres sauvages pictes,
Zingara, le royaume d'Ophir, Argos, Koth, Turan, Shem, la Brétunie, la Stygie, Kush, Darfar, Keshan, les royaumes noirs, Iranistan, Kazala, Vendia, Irkani, Kitaï, Kambodja, je crois que je t'en ai même donné plus que 24 là. Petite précision à propos d'Ophir. Ophir est une contrée légendaire, c'était notamment dans la Bible, célèbre pour son or. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, le roi Salomon de Jérusalem et Hiram de Tyr, qui faisaient déjà affaire ensemble au nom de leurs royaumes respectifs, organisèrent une expédition exceptionnelle pour trouver son or légendaire. Alors, l'existence de cette mystérieuse contrée est certifiée par un document épigraphique. Il s'agit d'un ostracon qui fut trouvé à Tel Kazil, un site archéologique situé en Israël, plus précisément sur la côte méditerranéenne du Levant. Et l'inscription de l'ostracon mentionne l'or d'Ophir. Donc, cet objet confirme non seulement l'existence du pays d'Ophir, mais aussi la présence de l'or que l'expédition était partie chercher. Comme quoi, Howard s'est inspiré de noms qui existent déjà. Le royaume de Corinthe et les territoires des Pictes, entre autres. Alors, soit dit en passant, les Pictes, alors Picte, qui est la traduction romaine du mot celtique Brit, qui signifie pain, était un peuple qui passa d'Irlande en Écosse, au début de l'ère chrétienne. Alors, très vite, ils devinrent les ennemis les plus menaçants de l'Empire romain, passant définitivement au sud du mur d'Adrien, au début du 5e siècle. Howard s'est également inspiré de ce peuple légendaire, héritier direct de la culture néolithique, pour créer ses propres barbares. Si on ignore pratiquement tout de leur structure politique, économique et sociale, on a émis l'hypothèse que l'ensemble de la population, agriculteurs et pêcheurs, était soumise à une classe guerrière, descendant des envahisseurs celtes. Il n'y avait pas de royaume picte unifié, mais plutôt une fédération de royaumes, ou de chefferies, gouvernés par des rois supérieurs ou suzerains, entre guillemets, qui se faisaient régulièrement la guerre, bien sûr. À la fin du recueil de Conan, Howard explique comment il a conçu le monde Iboria. Donc, comme je te le disais, Iboria, auparavant le continent turien, a été envahi par les survivants atlantes, Lémuriens et Pictes. Alors, au-delà de la culture celte, les Pictes étaient un peuple primitif très ancien, aussi ancien que les Atlantes et les Lémuriens. Lémuriens. Je te parle pas des petits mammifères qui ressemblent aux singes, ok? Non, là je te parle des habitants de la Lémurie, à ne pas confondre avec le continent de Mu, qui est l'équivalent de l'Atlantide dans le Pacifique. Donc, avant le grand déluge, comme l'a imaginé Howard, il y avait 3 continents, enfin, 2 continents et un ensemble d'archipels, sur lesquels se trouvaient des empires prospères, l'Atlantide, la Lémurie et les territoires des Pictes. Bon, je te parle d'empire prospère, cette expression ne correspond pas vraiment au peuple picte. Howard les décrit comme des sauvages rustres et dépourvus de sensibilité artistique. Ceci dit, eh bien, ils sont très robustes, combatifs et sanguinaires, peut-être plus que les autres peuples. Donc à première vue, ils sont les plus à même de survivre dans l'environnement hostile de cette époque, en Iboria. Howard a repris bien des aspects des Pictes. Il s'est inspiré des peuples primitifs celtiques pour créer les Cimmériens, et bien sûr, en l'occurrence, Conan. Aussi sauvage et rustre que ces fameux Pictes, il est le guerrier solitaire, vagabond, tantôt corsaire, tantôt roi, par excellence. On dit souvent que le héros ressemble à son auteur, et c'est particulièrement le cas avec Conan le Cimmérien et Robert Howard. L'auteur le décrit comme un personnage lucide. Autrement dit, celui qui est tantôt brigand, roi, pirate, vagabond et voyageur prend parfaitement conscience de l'état du monde dans lequel il évolue. Autrement dit, un monde injuste, dans lequel l'égoïsme et la violence des hommes n'ont pas de limite. Un monde dominé par l'argent, et la domination par la force. Cette prise de conscience pousse même ce grand gaillard de Conan à crier parfois vers le ciel un pourquoi de désespoir. Ses peines sont aussi démesurées que ses joies, et dans l'allégresse, Conan aime le bon vin, que son épée rougeoie du sang de ses ennemis, et qu'une femme, ou plusieurs femmes, viennent chauffer son lit. En parlant de femmes, je vais bientôt faire une vidéo sur le premier roman érotique que j'ai lu. Il faudra attendre la semaine prochaine par contre, le temps qu'elle soit mise en ligne. C'était la petite parenthèse. Revenons à notre bon Conan. Il y a une réplique culte assez longue de Conan quant à son point de vue sur la vie, je te la lis. Il me suffit de vivre ma vie intensément. Tant que je peux savourer le jus succulent des viandes rouges et le goût des vins capiteux sur mon palais, tant que je peux jouir de l'étreinte ardente des bras à la blancheur d'albâtre et de la folle exultation de la bataille lorsque les lames bleutées s'enflamment et se teintent d'écarlate, je suis satisfait. Je laisse aux érudits, prêtres et philosophes, le soin de méditer sur les questions de la réalité et de l'illusion.
Je sais une chose, si la vie est une illusion, alors moi aussi je suis une illusion. Par conséquent, l'illusion est réelle pour moi. Je vis, je brûle de l'ardeur de vivre, j'aime, je tue et je suis satisfait. Et, pour bien définir le réalisme de cette œuvre, et pour te prouver une dernière fois qu'elle appartient bien au genre Dark Fantasy, je te lis ce passage. Dans les croyances de mon peuple, il n'y a pas d'espoir ici ou après, répondit Conan. Dans ce monde, les hommes luttent et souffrent en vain, trouvant du plaisir seulement dans la folie ardente de la bataille. Une fois morts, leurs âmes pénètrent dans un royaume gris et nébuleux de nuages et de vents glacés, où elles errent sans joie pour l'éternité. Je te parlais d'Ishtar dans l'émission sur la fantasy. Eh bien, voici peut-être une preuve qu'Ishtar n'est pas née déesse, mais qu'elle l'est devenue. Je suis Ishtar, fille d'un roi de la sombre Lémurie, englouti par les flots il y a une éternité de cela. Totamon, le sorcier de Stygie, détestait mon père, et pour lui nuire, me frappa de la malédiction de la vie éternelle. J'ai vu Atlantis et la Lémurie sombrer sous les vagues, et j'ai vu apparaître les Iboriens. Mais cela fait plus d'un millier d'années que j'habite dans cette chambre recouverte d'un dôme, sous le dôme doré du temple de Kemu, où m'a amené la gala venue de la distante Kitaï. Alors Ishtar, si tu te souviens bien, j'avais dit que c'était une déesse de Mésopotamie, et Kitaï, donc là j'ai parlé de Kitaï. Kitaï, si tu regardes la carte du monde iborien, ça correspond à l'Inde à peu près. Pour Conan, Howard s'est également inspiré de Plutarque, écrivain romain de génie, qui recense les vies des plus grands noms de l'Antiquité dans le monde méditerranéen, comme Périclès, élu 10 fois stratège sous la démocratie athénienne, et Alexandre le Grand, que tu dois certainement connaître. Vie parallèle de Plutarque est probablement l'un des ouvrages qui l'a le plus influencé. Howard utilisa même des noms romains, qui figurent dans les vies parallèles, comme pour créer ceux de ses personnages, comme Démétrio, Dionysus ou encore Enarus, qui sont dans les vies parallèles Démétrius, Dion et Onarus, ou Enarus, je sais pas trop comment ça se prononce. Et il y a un autre détail qui a contribué au succès d'une nouvelle très sulfureuse de Conan le Cimérien, la reine de la Côte Noire. Là, Howard met en scène une jeune femme qui connaîtra une relation orageuse avec le Cimérien. Belly, c'est son nom, est le chef d'une bande de pirates. Son nom original est Amuris, et elle jeta vite son dévolu sur Conan après l'avoir vu massacrer ses propres hommes lors d'un abordage, je cite. « Et moi je suis Belly, s'écria-t-elle. Comme elle aurait dit, je suis la reine. Regarde-moi, Conan. » Elle écarta ses bras. « Je suis Belly, reine de la Côte Noire. Ô tigre du Nord, tu es aussi froid que les montagnes enneigées qui t'ont vu naître. Prends-moi et écrase-moi de ton amour ardent. Accompagne-moi jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux confins de la mer. Je suis reine par le feu, l'acier et le carnage. Sois mon roi. » La relation entre Conan et Belly est certes romantique, mais elle n'a cependant rien à voir avec les pulps de l'époque, comme c'est le cas avec Tarzan et Jane par exemple. Non, là la relation est ici faite d'une passion extrême, ultra puissante, charnelle au plus haut point, puisque Belly se déshabille d'un coup sous les yeux du Cimérien, avant de lui lancer ce qui lui servait de tunique et de s'écrier « Prends-moi et écrase-moi de ton amour ardent ». Et encore, dans les versions antérieures, c'était « Prends-moi, écrase-moi, fais-moi mal de ton amour ardent ». Alors, encore autre chose à propos de cette nouvelle, bon, c'est pas tout à fait expliqué comme ça à la fin du recueil, mais la relation entre Conan et Belly frôle le sadisme, d'autant plus que le Cimérien semble accepter des tâches ingrates que lui confie sa compagne. Et Conan de conclure dans ce cas-là, « Ok, très bien, je fais monter le butin à bord. » Réaction très étonnante de la part du Cimérien qui d'habitude est plutôt badass, non ? Surtout avec ses compagnes dans les autres nouvelles, où là par contre il est carrément macho. Dans La fille du géant de gel, Conan court après une jeune femme nue, qui semble être une déesse, dans la glace, pour la posséder, enivré par ses pulsions les plus primaires. Il eut l'impression d'étreindre non une femme de chair et de sang, mais un être de glace ardente. Elle rejeta sa tête de côté pour éviter les baisers impétueux qui meurtrissaient ses lèvres rouges. Tu es aussi froide que la neige, murmura-t-il dans un éblouissement, mais je vais te réchauffer avec le feu qui court dans mes veines. Dans la vallée des femmes perdues, Conan vole au secours d'une jeune femme nommée Livia, qui échappe, nue sur un cheval parti furieusement au galop dans la jungle, à des sauvages sanguinaires, responsables du meurtre de son frère cadet. Alors, à la fin de la nouvelle, la jeune femme se refuse à lui, puisqu'elle le trouve bien trop primitif et barbare à son goût. Mais Conan, confiant dans ses charmes certes primaires, parvient à faire de la jeune femme sa maîtresse. Ce soir, c'est la tante de Conan que tu réchaufferas, dit-il. Il y a bien d'autres exemples encore. Dans Xutal la crépusculaire, où Conan découvre une forteresse abandonnée, en proie à une malédiction, une jeune femme l'accompagne. Enfin, une jeune femme qu'il a capturée et qui l'emmène avec lui, de force.
Donc dans ces nouvelles, on sent bien l'ardeur virile du Cimérien, qui est, bon c'est le cas de le dire, très machiste. Mais enfin bon, c'est Conan, hein. Je ne sais pas si tu connais Cool le Conquérant, c'est un personnage imaginé par Howard, avant Conan, en 1929. Il s'agit d'un roi Atlante, dont Howard compte les aventures pour le magazine Weird Tales, comme pour Conan d'ailleurs. Oui, en fait, il avait commencé à écrire Conan pour ce magazine. Alors, comme je l'ai mentionné en début d'émission, Cool évolue à l'âge turien, ou âge pré-cataclysmique, selon Howard en 1932. À l'époque, il y avait un immense continent, qui s'appelait la Turie. Et ce continent était divisé en 6 grands royaumes. Gondar, Comorie, Camélie, Tulé, Véruli et, le plus puissant de tous, Valusie. À l'est du continent trône une chaîne appelée Lémurie, librement inspirée de Lemuria, comme je l'ai dit en début d'émission. Et à l'ouest se trouve l'île d'Atlantis, inspirée de l'Atlantide. Et plus à l'ouest encore, se trouvent les îles Pictes. Les Pictes, les Lémuriens et les Atlantes étaient jugés plus barbares que les habitants des 6 royaumes de Turie. On pourrait situer cette période vers 20 000 avant Jésus-Christ, juste avant l'âge iborien. Alors, je ne t'ai pas encore parlé de James Churchward. Churchward était un aventurier anglais qui s'était mis en tête de retrouver l'empire perdu de Mu. Alors, il n'existe aucun lien entre les divagations poétiques de Churchward, à propos de Mu et de l'Atlantide, qui, je le précise, était une colonie de l'empire de Mu, selon Churchward, et la créativité de Howard. Pourtant, on pourrait presque lier ces deux périodes, puisque Churchward précise, dans son ouvrage Mu, le continent perdu, que les survivants de l'empire Wirgul, autrement dit l'Atlantide et Mu, grosso modo, auraient sombré dans un état simiesque, primitif, se laissant aller à une sauvagerie des plus sanguinaires, en proie au cannibalisme. C'est un peu ce qui se passe lorsque Howard écrit, à la fin de son recueil, l'arrivée des Pictes, des Lémuriens et des Atlantes sur le monde tel qu'on le connaît plus tard, qui est, à cette période imaginée par Howard, le continent turien. Tu connais peut-être la passion de Howard pour le western. Laisse-moi te lire un petit passage dans les notes du recueil. En 1836, lorsque les Texans se battaient pour leur liberté, les Comanches se montraient particulièrement audacieux, lançant des raids sur les maisons isolées de colons, et c'est au cours de l'un de ces raids que le fort Parker est tombé. 700 Comanches et Kiowa le réduisirent littéralement en poussière, et la plupart des occupants avec. Le fort Parker tomba dans les oubliettes, et parmi les femmes et les enfants capturés par les Indiens, se trouvait Cynthia Ann Parker, 9 ans, et son frère John, un enfant de 6 ans. Ils furent rapidement séparés. John parvint à l'âge adulte chez les Indiens, mais il n'oublia jamais qu'il était un homme blanc. La vue d'une jeune Mexicaine, Donna Juanita Espinosa, retenue captive par les peaux-rouges, réveilla son héritage racial assoupi. Il s'échappa de la tribu, emportant la jeune fille avec lui, et se marièrent. Howard fit des recherches sur l'histoire de Cynthia Ann et de John, ce qui lui donna l'inspiration nécessaire pour sa nouvelle sur Conan, La vallée des femmes perdues, dont j'ai déjà parlé un peu avant, avec le personnage de Livia. Conan, qui vient de séjourner plusieurs mois dans les contrées noires du monde iborien, rencontre dans le village de Badjouj une captive blanche, Livia. Et tout comme Cynthia Ann Parker, Livia avait un jeune frère, mutilé et tué, et tous deux avaient été capturés par une tribu hostile. Tout comme la vue de Donna Juanita avait réveillé en John l'héritage racial assoupi, Livia éveille en Conan des considérations ethnocentriques similaires. Je ne suis pas un chien pour laisser une femme blanche entre les griffes d'un noir. Puis les deux histoires diffèrent. Conan parvient à se débarrasser d'une créature Lovecraftienne venue des ténèbres extérieures, et promet en fin de compte à Livia de la renvoyer chez elle, sans la violer, ni évidemment l'épouser. Cette nouvelle, La vallée des femmes perdues, a été jugée mauvaise, et ce fut un échec total. Probablement en raison du problème racial, qui est très présent. Conan, le blanc, qui sauve une jeune femme blanche, elle aussi, des griffes de noir. Est-ce qu'Howard était raciste ? Après tout, ce n'est pas improbable, puisque je rappelle qu'il était texan, et que l'héritage de l'esclavage dans le sud-ouest américain persistait. En tout cas, après cet échec, il a fallu attendre au moins une année de plus avant qu'Howard se remette au travail. Voilà, amis des livres, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu as des commentaires, des observations, des remarques, je t'invite à les mettre en commentaire en bas de la vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures littéraires. C'était Benjamin. Ciao.